libre antenne, comme Caroline Dublanche vous l'a annoncé cette semaine. Les vendredis et les dimanches, votre émission débutera à l'horaire habituel de 23h. Et puis du lundi au jeudi, vous aurez rendez-vous avec nous à 22h30. Vous le savez, dans cette antenne, la parole, votre parole est libre. Libre de confier vos questionnements, vos doutes, vos difficultés, mais aussi vos réussites, vos apprentissages, enfin tout ce qui tisse le fil de vos vies. Et puis dans cette émission, on échange aussi sur nos découvertes, ce qui peut nous rendre la vie plus douce et plus confortable. Et à ce sujet, je voudrais revenir ce soir sur le principe de communication non violente que l'on évoque souvent dans cette émission. Alors qu'est-ce que c'est la communication non violente, la CNV pour les initiés? Mise au point par Marshall Rosenberg, qui était un élève de Carl Rogers, elle nous engage à reconsidérer la façon dont nous nous exprimons et dont nous écoutons l'autre en fixant notre attention sur 4 éléments. L'observation d'une situation, les sentiments qu'éveille en nous cette situation, les besoins qui sont liés à ces sentiments, et puis enfin ce que nous pourrions demander concrètement pour satisfaire nos besoins. Elle suscite qualité d'écoute, respect et empathie. Donc, on laisse de côté les jugements moralisateurs qui nous amènent à considérer comme ayant tort ou étant mauvais ceux dont le comportement ne correspond pas à nos valeurs. On apprend à ne plus comparer et on apprivoise la conscience que chacun est responsable de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. Et puis, on évite de communiquer désormais nos désirs sous forme d'exigences. Tout l'art de la communication non violente consiste à séparer l'observation de l'évaluation. Nous dirons ainsi plus volontiers, en 20 matchs, je n'ai pas vu Jacques marquer un seul but. C'est une circonstance, en fait. Plutôt que Jacques est un mauvais footballeur qui est un jugement. Allez, comme au sport, c'est juste une question d'entraînement. Et si vous voulez, on en parle ce soir au 39 21. Quentin est là pour répondre à vos appels sans rien juger. Et c'est Charles Westrelin qui réalise cette émission avec toute sa bienveillance et le sourire aux lèvres. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit et dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Noémie. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Je vous entends pas bien Noémie, je ne sais pas si vous avez un haut-parleur ou vous êtes avec un portable. Non, je suis pas du tout en haut-parleur. D'accord. Est-ce que ça va un petit peu mieux là? Oui, ça va un petit peu mieux, c'est peut-être le portable selon les zones où vous trouvez. Voilà, super. Bon, vous me dites si ça capte plus, j'essaierai de orienter. Donc, écoutez, moi je vous appelle parce que donc j'ai 31 ans. Je suis avec mon conjoint depuis plus de 9 ans. Et il y a quelques mois, j'ai eu on va dire, désir assez fort pour en parler de désir d'enfant. Oui. Et je lui en ai parlé en disant, écoute, on en parle peu dans notre couple, mais pour moi, si tu veux savoir, moi je suis prête à fonder une famille. Ouais. Donc vous avez parlé, comme je disais dans l'introduction, de votre besoin. Hein. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, écoute, la première réaction qu'il a eue, c'était d'être très honoré que je lui dise que voilà, je voulais qu'en gros il soit le papa de mes enfants. Ouais. Et puis moi, je pensais à la fois, évidemment, avoir des réponses de sa part de ce qu'il pouvait ressentir. Et en fait, pendant on va dire 2 mois, il m'en a pas reparlé lui-même spontanément. Ouais. Alors je me suis dit, j'ai senti quelque chose d'assez douloureuse parce que c'est vrai que mon conjoint est un homme qui parle peu. Ouais. C'est un... on vous perd, Noémie, bougez pas. C'est dommage. Vous m'entendez? Oui, mais surtout, je sais pas où vous êtes, mais vous bougez pas parce que sinon, par moment, on vous perd. D'accord. Et donc je disais que c'est un esprit assez scientifique, quelqu'un qui est assez peu communicant, qui n'a pas cette nature, qui n'a pas eu cette éducation à exprimer ses sentiments. Ouais. Bon, c'est un homme, il y a un minimum quand même qu'on pourrait avoir. Ouais. Et pendant 2 mois, il ne m'en a pas du tout reparlé. Et moi, écoutez, après, au bout des 2 mois, j'arrive... Je finissais ma pilule, je n'avais plus de pilule pour après. Et puis comme toute
femme qui a envie d'enfant, j'ai oublié d'appeler le gynéco pour m'en prescrire. Ouais. Et puis je lui ai dit, écoute, j'ai reparlé de ça. Je lui ai dit, écoute, je n'ai plus de pilule. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a parlé la dernière fois? Ouais. Et en gros, il m'a pas dit forcément comme ça, mais en gros, il m'a dit qu'il pouvait, parce qu'il est médecin, il me dit, je peux te refaire une ordonnance, quoi. Ouais. Donc ça a été un choc un peu. Ça a été une blessure assez profonde. Oui. Après, je sais que je suis de nature aussi très sensible, mais c'est vrai que la déception était énormément grande, quoi. Vous l'avez vécu comme une fin de non-recevoir à votre désir d'enfant, une façon pour lui de vous dire non. C'est comme ça que vous l'avez vécu, en tout cas. En tout cas, je me suis dit, mais en gros, il le veut pas, quoi. Il est pas prêt. Il est loin d'être prêt. Et je me suis dit mince, parce que j'aurais aimé aussi qu'un homme. C'est ce que je recherche aussi chez un homme, c'est-à-dire un homme qui a le courage et puis l'envie. Et le désir, de fonder une famille. Oui, et puis que si je puis l'inspirer moi comme lui m'a inspiré, je trouve que c'est aussi Oui, surtout que ça fait 9 ans que vous êtes ensemble, c'est une longue relation. Ouais. Et après, ça a été de pire en pire pendant des mois. Moi, j'ai été... les premiers arguments qu'il a eu, parce que je n'arrivais pas, j'ai pas rangé ça de côté. Ça s'est bloqué, ça s'est grippé. Ouais. Ça s'est complètement grippé, vraiment beaucoup. Et les premiers arguments qu'il pouvait me dire en parlant de ça, quand il voyait que je faisais la tête, c'était mais tu sais, si on a des enfants, on pourra plus voyager, ou des choses comme ça. Enfin bon. Alors j'en ai pris un peu aussi. Je me suis dit mince. Il veut des enfants. En plus, on a acheté une maison au mois de septembre, donc l'année dernière. Et c'est une maison avec plein de chambres. Ah oui. Quel paradoxe. C'est une grande maison de 140 mètres carrés. Il y a 2500 mètres carrés de terrain. Il y a 5 chambres. Ah oui. Et voilà. Et donc, si vous voulez, j'ai du mal à saisir ça aussi. Oui, mais quelle était la logique? Tiens, c'est intéressant cette histoire de maison. C'est-à-dire, quand vous avez eu ce projet de maison, quelle était la logique du couple? Comment vous en avez parlé? Comment est né ce projet? Pour moi, en fait, la logique, elle était que mon conjoint ne pouvait pas prendre une maison sans qu'il y ait... Une famille, pour y abriter une famille. Oui, mais ça, c'est une interprétation que vous avez faite. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit ensemble quand vous avez cherché la maison, choisi la maison? Je pense que quand on ne s'est pas dit des choses à entrer dans le sujet complètement, je pense qu'il a fait comme il fait souvent avec moi, c'est-à-dire des allusions. C'est-à-dire, il fait quand on aura plein d'enfants, mais il parle rarement d'enfants, si vous voulez. Il est très, il parle beaucoup en allusion, mais jamais en concret, jamais en oui, homme. Mais est-ce que ça signifie, selon vous, qu'il y avait quand même dans cette maison qui s'est concrétisée, il y avait un projet de famille, il se projetait en tout cas. Il s'est projeté. À un moment donné, il s'est projeté. Tout à fait. Quand je lui ai dit, mais pourquoi, quand je lui ai dit au mois de janvier, mais pourquoi avoir acheté une maison avec autant de chambres pour qu'elle soit vide, il me disait que il pensait pas que ce serait pas là tout de suite, qu'on n'aurait pas que la question des enfants se poserait pas forcément là tout de suite au moment où je l'ai posée au mois de janvier. Oui. Donc après, c'est vrai que c'est... Bon, moi, j'ai 31 ans, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Mon conjoint, il a 35 ans. C'est vrai qu'il est du genre à... Et puis, il est du genre à refouler aussi déjà beaucoup de choses. C'est vrai j'ai beaucoup de mal avec lui à ce qu'il me... D'une façon générale, vous avez du mal à communiquer ensemble? Oui, on peut communiquer beaucoup, mais pour à la fin rien se donner parce qu'on ne se comprend pas. En fait. Et là, moi en moi, j'étais... et ce qui était assez perturbant aussi pour ma part, c'est que depuis que j'avais ce désir d'enfant, même physiquement, je ressentais des choses que je n'avais jamais ressenties avant. C'est-à-dire, je pense qu'hormonalement, bien sûr, on est un peu préparé à ça. Donc on est préparé et je n'ai jamais senti des choses, vous savez. Pourtant, je suis pas... Je suis pas une fille qui disait 5 ans, je fais des enfants, qui attend depuis 10 ans, mais c'est vrai que là, c'était
C'était le moment. Mais ce qui m'interroge, Noémie, dans ce que vous racontez, c'est quand vous dites de votre couple, on ne se comprend pas. Et pourtant, voilà. Donc, quel ressenti vous avez de votre couple et... En fait, notre couple, même s'il est arrivé à 9 ans aujourd'hui, il y a eu, comme on pourrait dire, des casseroles. Enfin, je ne sais pas si on dit ça, qu'il y a des... Non, oui, peut-être des petits aléas ou des confrontations, des conflits, oui. Il y a eu beaucoup de conflits et beaucoup d'aléas, et il y en a eu énormément, à toutes les étapes de la vie d'un couple. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite vu qu'il était, il avait des yeux de merlancerie. Enfin, il m'aimait. J'ai tout de suite vu qu'il m'aimait. Et alors que c'est quelqu'un qui extériorise peu ses émotions, mais là, ça se voyait vraiment. Et au fil des années, au fil des mois, il avait du mal à m'intégrer dans sa vie. Il a mis beaucoup de temps à me présenter ses parents. On a mis beaucoup de temps à emménager ensemble. Enfin, c'était. D'accord. Donc chaque étape a pris du temps. Donc ce qui correspond un peu à aujourd'hui où vous en êtes, chaque étape prend du temps. Vous pensez qu'il est de nature justement un peu, je sais pas, anxieux ou inquiet ou... Alors il est très très anxieux. En fait, c'est un homme qui. C'est vrai que 9 ans avec un homme, ça, on le connaît pratiquement par cœur. C'est un homme qui est angoissé, qui a peut-être même peu de confiance en lui, même si d'extérieur, il est sérieux, il a la tête sur les épaules, il fait les choses avec... Donc vous voulez dire que vous pensez que pour lui, être papa, ça peut être un événement qui déclenche une certaine anxiété chez lui? Tout à fait. Là, au jour d'aujourd'hui, aux dernières discussions qu'on a eues, je pense qu'il a vraiment peur. C'est une peur. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ou vous pensez faire ou vous avez fait pour le rassurer par rapport à ça, vous qui savez ça? Écoutez, moi, ce que j'ai fait pour le rassurer, c'est que j'ai essayé de garder cette cette envie d'avoir un enfant, parce que je trouve que c'est une belle envie. Et quand j'ai vu que pour lui, c'était comme pour plein de choses dans la vie, pour plein d'étapes qu'on a traversées, que c'était quelque chose de stressant et qui était générateur d'angoisse, j'ai essayé en tout cas de garder mon envie pour pouvoir au moins lui donner, pour pouvoir au moins lui transmettre. Mais vous pensez que votre envie est de nature à le rassurer? C'est suffisant, vous pensez? Est-ce que c'est suffisant? Après, j'ai essayé de parler avec lui parce que je sais que pour moi, la communication est très importante et la parole, elle est salvatrice dans beaucoup de choses. Oui, mais il n'est pas là-dedans, manifestement. Non, il n'est pas là-dedans, mais c'est vrai qu'il essaye. Il essaye beaucoup d'avancer, de progresser là-dedans. Et il me disait que, en fait, il a peur d'être papa. Il me l'a dit clairement. Et de toute façon, je pense qu'il a beaucoup de peur dans la vie. Et comme c'est un homme qui est très perfectionniste, très tatasse, il lui faut beaucoup de choses pour se rassurer, énormément d'étapes, de choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour le rassurer et pour l'amener à épouser, à rejoindre votre désir? Qu'est-ce que j'ai pu faire moi je pense qu'est-ce que vous pourriez déjà dans les étapes, là, vous avez dû bouger, Noémie. Oui, un peu, voilà. Malgré moi, parce que j'étais vraiment dans un état de souffrance, si vous voulez, j'étais vraiment. Vous le vivez comme un rejet, en fait, de vous. Comme j'ai le sentiment que vous le vivez, vous, comme un rejet, que vous sentez incomprise, mal aimée dans ce désir de femme. Comme un désaveu, finalement, de tout ce que vous avez créé depuis 9 ans. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les choses se sont, comme on en parle, j'ai pas eu le temps de... cristallisées autour. Toutes les choses qu'on a vécues, c'est-à-dire, par exemple, des choses assez officielles, ou d'emménager chez l'un, ou après d'acheter une maison, ça s'est toujours passé par une souffrance de ma part. C'est-à-dire qu'il n'était jamais prêt, il n'a jamais été l'instigateur, ni le... Et je croyais que la maison, c'était lui, l'instigateur de la maison. C'était son projet. C'était le vôtre. C'était voilà. En fait, Alexandre, il prend beaucoup de décisions, mais
quand c'est trop tard, quand il y a... Mais sinon, il a toujours des excuses pour attendre ou pour évaluer le bon moment. Enfin, il faut toujours qu'il se rassure par plein de choses comme ça. Ouais. Et toutes les étapes importantes d'un couple se sont faites comme ça avec lui. Et je sais que il en est conscient. Quand on en parle aujourd'hui, il me dit il me dit qu'il n'est plus dans cette même phase mais pour autant en ce moment je revis un peu ce moment d'incompréhension, de solitude, à me dire on a tout pour être heureux entre guillemets. On a une maison, on a un travail, on s'aime. Et pour autant, là encore, je le retrouve comme la personne qui avait peur de se lancer, qui avait peur de partager, qui a peur de s'engager. Et je le retrouve encore une fois dans... Mais on dirait, Noémie, que en fait, vous êtes en train de raconter que vous avez un besoin et que cet homme, dans sa façon de fonctionner avec vous, ne répond pas à ce besoin. Et ça ne se rencontre pas. Les deux ne se rencontrent pas sur ce terrain-là. Et lui doit en avoir un autre, voilà. Et alors peut-être que ce qui serait bon pour vous deux, c'est d'essayer pas de parler des objectifs, lâchez-les, mais peut-être de revenir sur la discussion du besoin, de faire ce constat et d'essayer de voir comment le besoin de l'un peut être nourri ou écouté par l'autre et vice-versa. Puisque quand même, j'ai aussi le sentiment dans ce que vous racontez qu'il y a une entente suffisamment bonne pour que vous puissiez vous écouter quand même. Il écoute votre difficulté ou ce qui pour vous est compliqué à vivre dans les grandes étapes comme vous le racontiez, et ça vous appartient, c'est à vous. Lui il est tel qu'en lui-même, et puis lui ne peut pas forcément correspondre à votre désir ou votre exigence. Par contre, ce qu'il peut, c'est écouter votre besoin et voir avec ses moyens comment y répondre, mais vous de même, c'est réciproque. Et la discussion peut peut-être porter là-dessus. Oui, tout à fait. Je parlais au début de communication non violente. Elle est là en fait l'idée. C'est à un moment donné d'essayer de lui communiquer qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que ça génère en vous, qu'est-ce que cette discussion autour d'un projet d'enfant, tout ce que ça en cascade, vous voyez, tout ce que ça réveille aussi d'angoisse chez vous, parce que si chacun est emmuré dans son système et dans l'interprétation qu'il a de l'autre, vous interprétez beaucoup qui il est, son caractère, comment il est. Or, en étant un peu comme ça lui donne pas beaucoup de liberté de bouger. Et je sais pas si vous en avez conscience. Et pareil pour vous d'ailleurs, Dès qu'on commence à enfermer une relation en collant des explications du comportement de l'autre à l'interpréter, très vite il est là-dedans, il est dans ce que vous avez défini. Et il va pas vous surprendre du coup, il va pas, vous voyez, il risque pas de bouger beaucoup. C'est sûr. En fait, il bouge, mais très lentement. Il le sait. Il me le décrit lui-même. En fait, il me dit moi, je suis lent en fait pour chaque chose. Ouais. Et vous, pour vous, c'est compliqué ça? Pour moi, c'est compliqué parce que à chaque. Si vous voulez, pas le même tempo. Oui, voilà, on est en décalage. On est en décalage. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chacun à apprendre de l'autre? Là, il y a un auditeur qui dit chaque étape a été longue, mais a été franchie jusqu'ici. Cohabitation, présentation parents, achat maison, celle des enfants, ce sera probablement pareil, long, mais réalisé. Patience, point d'interrogation. Et puis il y a Agnès qui vous dit Noémie est peut-être un peu trop scrupuleuse, elle doit peut-être prendre la décision pour deux et son ami sera heureux de devenir papa, c'est sûr. Peut-être que ça soulagerait. Qu'est-ce que vous en pensez, Noémie? Alors, vous savez, ça, par mes amis que je peux avoir en commun, c'est vrai que j'y ai pensé parce qu'on a même des exemples. J'ai même un ami qui vient d'être papa qui me dit mais tu le laisses pas choisir, t'arrêtes ta pilule et voilà. Mais je n'arriverai pas à faire ça parce que ce que j'aurais voulu, c'était vraiment ce que j'aurais voulu. Qu'on construise à deux. En fait, vous avez une attente, Noémie, et cet homme correspond pas tout à fait à l'attente ou à l'idée que vous vous faites de
du comment vous avez envie de vivre les choses, que ce soit la maison. Vous dites chaque étape a été douloureuse pour moi, c'est-à-dire dans chacune des étapes, ça ne correspondait pas à l'idée ou l'image ou la façon dont vous aviez envie que ça se passe. Ouais, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que je sais que j'ai beaucoup de frustration. Oui. Et j'ai de la frustration qui est accumulée par en fait des choses pour moi qui n'ont pas été des beaux souvenirs parce que c'était pas comme vous le vouliez. Alors c'est pas comme je le voulais, mais même sans être, on n'est jamais objectif quand on parle de soi-même. C'est vrai. Vrai. Surtout des autres aussi. Oui, mais c'est vrai que je peux vous dire que il a été quand même très très lent il y a rien en fait il m'a toujours dit qu'il m'aimait, que j'étais la lumière de sa vie, enfin l'amour de sa vie. Et pour autant, par exemple, quand on voulait emménager ensemble, il avait, je sais pas, des excuses ou des choses comme ça. Et je me disais, mais c'est pas possible. Ça paraît pourtant une évidence. Oui, mais en quoi c'est compliqué pour vous, Noémie, ce tempo qu'il a, ces hésitations? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Tous ces atermoiements, tout le temps qu'il met? Ça provoque des doutes même dans ma relation. C'est-à-dire, il n'est pas l'homme qui me convient complètement parce qu'il n'est pas. Oui, je pense que c'est. Ça remet en cause. Ouais, ça remet en cause et je vous avoue que même là, en ce moment, je me remets en cause parce que Qu'est-ce qui vous fait tenir à lui par ailleurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? En quoi il est important cet homme-là? Il est important parce qu'il est stable, parce que il est alors que moi je serais du genre à être un peu Pierre Richard, vous voyez, alors que lui il est plutôt c'est pas qu'il va pas rigoler, mais il est sérieux, il a la tête sur les épaules. Vous pouvez compter sur lui, vous avez confiance en lui. Je peux compter sur lui sur plein de choses. Je le trouve intelligent, je le trouve gentil. Je le trouve gentil et surtout j'ai vu aussi en lui au fil des années quand même des progrès qu'il avait fait par amour pour moi, une sorte d'évolution. C'est important. C'est important, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un homme que j'aime et apparemment de ce qu'on nous dit, on est un couple assez fusionnel. Et pour autant, j'ai toujours que l'attente soit forte, ouais. J'ai toujours vécu, oui, des périodes comme ça où c'était trop douloureux pour moi, parce qu'il est, en fait, il est très cartésien, il est très pragmatique et tout ce qui est, par exemple, de l'émotion, c'est plus compliqué pour lui. C'est plus compliqué, c'est-à-dire que quand on a décidé d'acheter une maison, en fait, il a acheté la maison à son nom. Tout dépend s'il l'a financé ou si vous la financiez à deux aussi, non? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, mais même alors il me dit qu'il l'a financé parce qu'il avait pas mal d'apports, alors que moi je suis plutôt panier percé, je travaille depuis 10 ans, mais j'ai tout brûlé. Mais c'est vrai que j'aurais été quand même prête évidemment, tout à fait, à ce que on prenne quelque chose à deux pour que ça nous soit lié à deux. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. C'est quelqu'un de très, très pragmatique, très cartésien et il a toujours tout fonctionné comme moi avec ça, et il le fait sans forcément... En fait, vous semblez attendre beaucoup de cet homme, beaucoup, et quand il fait quelque chose, vous trouvez que c'est un peu à côté de la plaque. C'est pas tout à fait comme ça que vous auriez aimé que ce soit. Oui, ça parle aussi pas mal de vous, Noémie. Ouais, mais je pense que oui. Et peut-être que vos besoins sont pas si clairs que ça. Par rapport parce que c'est un peu ambivalent. D'un côté, vous dites, je sais qu'il est fiable, que je peux compter sur lui. Et puis en même temps, la façon dont il répond à mon besoin, ça me va pas. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à clarifier de votre côté. Ouais. Et puis d'essayer d'avancer. Ouais. Parce que là, oui. Moi, c'est vrai que là, je vous appelle parce que j'en viens tellement, si vous voulez, à être
à être malheureuse, que j'ai envie de trouver une réponse. En fait, cet après-midi, j'étais là et je me disais, mais j'ai beaucoup de... Je me sens très malheureuse et je n'arrive plus à savoir si c'est à cause de moi qui suis inapte au bonheur ou si c'est lui qui me rend malheureux. Et j'avais besoin de... Je comprends, oui, vous avez bien fait. J'avais besoin d'avoir des réponses et parce qu'il y a un moment où on s'y perd, on ne sait plus. Oui, vous rentrez dans la confusion, mais c'est parce que vous arrivez à une situation un peu comme dans une impasse, où votre besoin et votre attente est tel, et votre niveau de frustration et de solitude est si important au regard de ce besoin et de cette attente, que vous commencez à vous demander qu'est-ce qui est à vous, qu'est-ce qui est à lui dans la situation. Et vous n'arrivez plus à y répondre toute seule. Oui, tout à fait, oui. Ce qui prouve aussi, d'une certaine manière, qu'il y a quelque chose en vous de, de très touché, très profondément, et de très touché par rapport à un idéal, vous voyez, à une croyance, à la femme que vous avez envie d'être avec un homme. Enfin, ça doit toucher beaucoup de choses. Oui, je pense que ça... En fait, j'ai eu 22 ans quand je l'ai connu et je pense que j'avais énormément d'idéaux, mais énormément. On est très déçus dans ces cas-là, très vite. Tout à fait. Vous voyez, parce qu'on a, c'est un peu comme si on avait un livre plein de belles images, puis la réalité, ça correspond jamais. Alors c'est mieux les images que la réalité souvent, mais en même temps, on construit pas. Donc, ce serait bien de prendre la mesure de la réalité de la relation que vous vivez, de voir qu'est-ce qui est important pour vous dans cette relation, peut-être même d'ailleurs avant, vous voyez, de faire un enfant, parce que j'ai le sentiment, vous savez, de la dernière chance, quoi. On change pas, il va pas radicalement changer, il restera l'homme que vous connaissez. Après, c'est la relation qui peut évoluer entre vous. Celle-là, elle peut bouger. Donc ça vaudrait peut-être le coup, Noémie, de vous poser quelque temps, de voir peut-être, pourquoi pas, de faire un petit chemin avec un thérapeute, pour parler un peu de vous en tant que femme, de vos besoins dans cette relation, d'essayer d'élaborer, de voir en quoi cet homme correspond ou pas, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble. Vous voyez, ça vaudrait peut-être le coup, là, de faire un petit arrêt sur image, justement. Oui, tout à fait. Alors après, je suis, moi, ouverte de toute façon à ce genre de choses. Et je vous avoue que j'ai déjà été voir un psy pendant 2 ans parce que ça n'allait pas fort. Et puis je travaillais nuit. Enfin, vous voyez, j'avais une hygiène de vie qui pouvait pas coller non plus avec le couple. Et c'est vrai que pendant 6 mois où je me sentais un peu mieux, c'est là où je me suis dit, il faut vivre aussi sa vie. Je veux dire, je suis capable d'être autre chose, autrement, une autre personne que la personne triste que j'ai été pendant des mois. Et j'ai changé de rythme de vie et je me sentais mieux même. Et c'est pour ça qu'en fait, au mois de janvier, je me suis dit, écoute, les choses que tu veux, il faut aussi aller les chercher. Donc je vais pas attendre que mon conjoint me parle d'enfant. Je veux dire, je vais semer une graine et puis on verra, à nous de la construire. Oui, c'est vrai que en prenant un gros danger, parce que voilà, comme disent les auditeurs là, voilà, c'est pas un coup de poker, quoi, un enfant non plus, hein, et un enfant ça a jamais sauvé un couple. Hein. Alors, ce que disent aussi d'autres auditeurs, et je partage tout à fait ça, c'est voilà, que votre besoin est assez clair, vous avez besoin d'échange et de partage, et que il est un peu illusoire de vouloir le faire changer. Alors, de quelle façon vous pouvez ou pas nourrir ce besoin, c'est à vous de voir dans le couple actuel. Et puis il y a Nadège qui dit, en fait, à chaque fois qu'il répond, vous vous sentez un peu dépossédé. C'est peut-être cela qu'il faudrait lui dire ou travailler, dit Nadège. Hein, c'est ce sentiment de je veux qu'on fasse ensemble, mais en même temps, quand il agit, ça me va pas. Il y a comme une ambivalence chez vous, un paradoxe. C'est quoi qu'il fasse, ça me va pas complètement. Disons que c'est là ce que je n'arrive pas. C'est possible. Hein, je pense que je suis d'une nature un peu à être comme ça, c'est-à-dire à
éternellement satisfaite. Mais non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Non, je vous dis pas que vous êtes une éternelle insatisfaite. C'est plutôt une forme d'ambivalence entre le besoin que vous avez et l'attente que vous avez. Et pourquoi pas, hein, c'est pas un problème en soi, mais c'est intéressant d'essayer de travailler autour de ça. Et puis, quand il essaye de satisfaire ou qu'il fait quelque chose, c'est à côté. C'est pas complètement ça. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. Voilà. Et en plus, ça crée chez vous une vraie blessure très intime, très personnelle, parce que ça vous remet en cause en tant que personne. Ce qui est pas très juste pour vous. Vous voyez ce que vous faites. À vous dans ce ressenti. Donc tout ce ressenti-là qui est très en silence, puisqu'il y a peu de communication entre vous, et que vous avez besoin de mettre des mots, parce que c'est ça qui vous rassurait, et que vous êtes très inquiète de... ça crée de l'anxiété chez vous, son silence. Et lui est en silence inquiet. Alors, soit éventuellement, s'il est prêt, vous faites peut-être un petit bout de chemin ensemble en forme de thérapie de couple, vous voyez, d'aller voir ensemble peut-être un thérapeute pour essayer d'élaborer un peu ce dialogue, de vous apprendre à communiquer entre vous, si vous tenez l'un à l'autre, et puis vous essayez de voir comment ça se transforme. Mais soyez bien au contact de qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui est important pour vous, Noémie. C'est avec cette question-là que vous devez cheminer. Au-delà de ce désir d'enfant qui, bien sûr, est là. Mais en fait, moi, je me rends compte que ce qui est important pour moi n'est pas forcément la même chose pour lui. Enfin, non, c'est pas forcément, si vous voulez, l'enfant lui-même. C'est vrai que ce que j'aurais voulu, c'est un homme qui me donne du courage et qui me donne aussi de l'envie. Oui, mais depuis le début, vous racontez que cet homme ne vous convient pas complètement. Ce que disent d'ailleurs certains auditeurs par SMS, comme une erreur de casting. Alors soit, et c'est là vous dites, je suis prête à tout remettre en cause. Alors, c'est ça qu'il faudrait peut-être juste regarder de plus près. Est-ce que c'est votre mal-être qui crée cette envie de fuir et cette envie de vous dire bah non, finalement ça fonctionne pas? Et est-ce que ça vous appartient ou est-ce que ça appartient bien à la relation et à lui? Vous voyez, où est le vrai sujet? Oui. Et ça, on va pas pouvoir malheureusement continuer à le traiter ensemble. Mais vous voyez, j'essaye juste de vous donner des petites directions en fait de travail pour vous, pour pas rentrer dans trop de confusion. Oui, non. En soi, vous n'êtes coupable de rien. Vous êtes juste responsable de vos ressentis, de vos émotions, et en ce moment, vous êtes fondamentalement pas heureuse. Donc ça demande d'être. C'est sûr. Ouais. Voilà. Donc ça demande d'être un peu regardée pour savoir qu'est-ce qui me rend finalement si profondément malheureuse. Et qu'est-ce que je peux faire pour moi? Et qu'est-ce que je peux faire pour la relation? Et peut-être je ne peux rien faire. Peut-être c'est pas là. Mais on n'en sait rien. On n'a pas la réponse là. Oui. Bon courage à vous, Noémie. Hein. D'accord, merci beaucoup. Oui, bon courage, bonne nuit. Merci, au revoir. Noémie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bienvenue. Alors, je vous appelle pour un problème totalement différent. Oui, formidable. Pardon ? C'est formidable que ce soit totalement différent. Enfin, c'est pas très... C'est la richesse. Non. Voilà, j'ai 68 ans. Oui. J'ai dû quitter ma région pour trouver du travail. Je me suis mariée avec le premier homme gentil que j'ai rencontré parce que, ayant une enfance difficile, mon mari, celui qui est mon mari, n'avait pas de gros défauts, donc mon père était alcoolique, et ça s'était soldé par un divorce au bout de 5 ans. Et j'ai élevé toute seule 2 petites filles à 300 km de ma famille. Et on s'est séparés quand elles avaient 4 ans et 18 mois. Oui. Voilà. Et comme j'étais dans l'enseignement, j'ai vécu complètement avec les enfants. J'étais à 100 mètres de mon école, vous voyez, j'étais avec mes enfants tout le temps. Je pense avoir fait tout ce que je pouvais pour mes filles en assumant le fait d'être seule et de jouer le rôle un peu du père et de la mère. Voilà. Donc, à l'adolescence, ça s'est mal passé. J'ai la seconde qui a été faire des études très loin, m'a-t-elle dit, pour s'échapper, plus me voir. Depuis, elle m'a totalement quittée 2 fois. Là, ça fait 6 ans, je n'ai pas espoir de la revoir. Je crois qu'on voit le même paysage, mais pas par la même fenêtre. Bon, elle a une bonne situation, je ne me fais pas de soucis. La seule chose, c'est qu'elle ne veut pas d'enfant pour pas refaire ce que moi j'ai fait. Donc, ça entraîne beaucoup de culpabilité.
Quant à la seconde, ça allait bon an, mal an. Et elle a fait une rencontre, la rencontre d'un homme très pervers, mais dont elle était amoureuse. Elle a fait un enfant avec cet homme-là, et ils se sont quittés. Et elle a rencontré quelqu'un de plus gentil. Mais cet homme pervers l'a fait beaucoup souffrir et m'a fait beaucoup souffrir aussi. Il a été jusqu'à nous crever 5 fois les 4 pneus de la voiture. Ma fille m'appelait en catastrophe la nuit. Je partais avec la vitre ouverte parce que j'avais pris mon somnifère et que je voulais aller la secourir. Enfin bon, ça a été très difficile. Et depuis qu'elle a rencontré maintenant quelqu'un de gentil, il a ses défauts comme tout le monde. L'année dernière, il lui a pris une crise de colère chez moi parce qu'elle est arrivée un petit peu plus tôt que prévu et que j'étais occupée. Et elle m'a bien fait sentir que j'aurais dû être là pour elle. Bon. Là-dessus, la petite qui était là s'est mise à pleurer, bien sûr. Elle a essayé de nous rapapilloter. 8 jours après, j'emmenais la petite en vacances et là j'étais mal reçue, mais j'ai fait mea culpa aussi parce que moi j'étais très mal après la séance de la semaine d'avant. Et depuis, ma fille est fâchée. Alors l'argument de l'année dernière, c'est on se fait chier, je vous dis les termes, quand on vient chez toi, ta conversation nous emmerde. Non, avec ces mots-là. Oui, avec ces mots-là. Alors on n'a pas du tout, moi je suis quelqu'un de très curieux, cultivé, elle c'est les feux de l'amour, bon on est chacun comme on est, je vais pas me mettre à regarder les feux de l'amour pour qu'on ait de la conversation, alors je propose une sortie, je propose quelque chose, ils ne veulent pas sortir, et tenez-vous bien, on se voyait guère qu'1 ou 2 fois par an chez moi, hein. Donc c'était quand même pas insurmontable à mon avis. Comme conversation. Voilà. Donc elle m'a dit que je pourrais voir la petite comme je voulais. Donc on se voit pour que je prenne la petite. Moi, on me laisse rentrer dans l'entrée, mais on m'offre de temps en temps un café, mais plus jamais de dîner. Ils ne veulent plus venir à la maison. Et la semaine dernière, je lui ai dit, je ferais bien l'anniversaire à la maison de la petite. Et elle m'a dit, je suis fâchée, je resterai toujours fâchée. T'as fait pleurer ma fille 2 fois. Bon. Alors, je pense que, certes, cette petite, elle a mal vécu la chose, mais bon, dans les familles, on peut se chamailler et passer l'éponge. C'est ce que j'ai expliqué à la petite, que moi, je n'étais pas fâchée, que sa maman devait être fatiguée, que moi, si elle voulait revenir, il n'y avait aucun problème. D'ailleurs, je l'ai dit à mes 2 filles. Et le problème, c'est que j'ai une vie de solitude loin de ma famille et je me vois finir mes jours seule, puisque ma fille a l'air d'être bornée sur son idée. Et son compagnon qui m'a aussi fichu des sottises, quand je lui dis, mais bon sang, avec tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours soutenu. Il m'a dit, maintenant, elle a une autre vie, c'est du passé. Et Sylvie, comment vous expliquez, et en plus donc il y a l'histoire de votre fille aînée que vous n'avez plus aucun contact depuis 6 ans. C'est la seconde. La seconde. D'accord, c'est la seconde. Qu'est-ce que vous imaginez qu'elle vous reproche dans leur histoire de vie? Qu'est-ce qui se passe? Quelle explication vous donnez de cette brouille et de l'agressivité de l'aînée et du silence de la seconde? Elles se voient toutes les deux ou pas? Elles ont un lien? De temps en temps, mais elles ont des caractères profondément différents. D'accord. Donc elles ont peu de liens ensemble. Voilà. Bon. Mais elles sont pas fâchées. Elles sont pas fâchées avec leur papa qui, lui, pourtant n'a pas fait grand-chose. Mais comme je dis quelquefois, quand on fait rien, on a moins de choses à reprocher, bien sûr. Alors, ce que je me reproche, moi, parce que je culpabilise quand même beaucoup, parce que 1, c'est déjà douloureux, 2, ça fait quand même s'interroger. Hein, oui, bien sûr. Même si je me suis interrogée pour la première, hein, bien sûr. Je pense que, étant enseignante, on a une rigueur. Étant quelqu'un de très responsable et de très perfectionniste, j'ai peut-être été très rigoureuse, mais je voulais les mener à bien sur leur chemin de vie. Oui, bon, mais c'est un parent qui donne un cadre. On dit dans l'éducation que c'est plutôt rassurant, hein, pour un enfant, pour grandir. Ouais. Et l'autre jour, ma petite fille m'a dit, mais pourquoi tu étais méchante avec maman et tu ne l'es pas avec moi? Et je lui dis, mais je n'étais pas méchante avec ta maman. Bon, donc, c'est pareil, les termes peuvent être différents. Ça aurait été intéressant que vous demandiez à cette petite fille qu'est-ce que ça signifiait méchante dans sa bouche et qu'est-ce qu'elle entendait par là, vous voyez? Oui, j'avoue que je n'y ai pas pensé. Et je lui dis, mais je n'étais pas méchante, j'essayais de bien l'élever. Mais j'ai dit, forcément qu'avec toi, c'est différent. Je te vois pas tout le temps. Elle a 10 ans. Elle est très futée, très intelligente, très perspicace. Comment dirais-je
Je perds un peu le fil de mon idée là. Ouais. Vous disiez que vous pensiez, votre perception. J'avais été trop rigoureuse et que j'avais pas le même rapport avec cette petite qui est ma petite fille. Ouais. Et on passe des moments là, c'est une relation absolument merveilleuse. Et si je l'ai fait pleurer 2 fois, je crois que je l'ai fait rire. 1000 fois. Vous dites votre perception et compréhension de la situation, ce serait le fait d'avoir été une mère rigoureuse et donc d'exiger certaines choses de ses enfants, comme tout parent, qui aujourd'hui les amène à trouver que vous avez été méchante. Oui, moi, me l'ont jamais dit en face, parce que j'ai quand même demandé à ma fille, la seconde, la maman de la petite, est-ce que je t'ai fait un jour défaut ? Elle m'a dit non. Une autre fois, elle m'avait dit... vous avez demandé ce qu'elle vous reproche fondamentalement ? Ah ben c'est ça. Mes conversations la font chier et ils s'emmerdent quand ils viennent chez moi. Je trouve pas que c'est un motif suffisant pour moi de... Non, ça dit autre chose. Voilà, donc j'ai essayé maintes fois, puisqu'on ne se voit plus pour manger, l'autre fois elle était toute seule avec sa petite, on revenait de vacances, la petite et moi, de dire on va terminer la journée ensemble. Elle m'a dit non, j'ai hâte de me retrouver avec ma petite. Bon, j'ai dit je comprends avec un sourire, mais bon, je comprends mal quand même. Parce que je fais des approches, alors ça se passe bien quand elle vient la chercher, quand elle vient la reprendre. Et je pensais que ça allait vers un mieux. Et là, quand elle m'a dit l'autre jour, je suis fâchée, jamais je reviendrai, alors là, ça a été la fin des... Comment vous avez réagi ? Je sais pas comment, j'avoue que vous me posez une colle, mais j'ai dit on peut pas rester comme ça. De même que j'ai dit à la seconde qui s'est fâchée la première, tu sais, on a toujours des regrets après quand ses parents meurent. Et elle m'a dit, de toute façon, un peu plus, un peu moins. Le seul regret que j'aurais, c'est de pas avoir eu de mère. Donc c'est des choses qui font, vous vous en doutez bien mal. Oui, c'est douloureux pour vous, oui, bien sûr. Et là, l'autre jour, j'étais en colère et j'ai dit, ça fait 1 an que l'aînée me parle plus, je vais peut-être lui faire une lettre, parce que quand même, elle a fait cet enfant avec un homme que je méprise, et je pèse mes mots. Il a simulé des vols à l'assurance, il a fait beaucoup de... Oui. Et elle lui a donné ce père qu'on a soupçonné d'attouchement. Alors si j'ai fait pleurer 2 fois sa fille, elle a quand même fait des choses. Oui, mais Sylvie, quand je vous entends raconter l'histoire, vous comptez les coups, les points, voilà, les points, pardon, pas les coups, vous avez raison, de part et d'autre. Et donc là, ça peut être que l'escalade. C'est-à-dire que vous êtes en mode de défense, normal, vous allez me dire, vous vous sentez attaqué. Oui. Donc vous, ce qui reste à votre portée, c'est je vais m'expliquer, je vais me défendre, je vais expliquer à ma petite fille que j'ai pas été méchante, je vais expliquer que ma fille, elle peut aussi avoir des choses à se reprocher et qu'elle est pas si blanche que ça et que finalement moi aussi j'en ai autant à son service. Vous voyez, quand je vous entends, et ça c'est l'escalade, parce que chacun, à un moment donné, si vous lâchez pas ça, vous allez pas pouvoir retrouver une relation. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous entendez par lâcher ? Ce que j'entends par lâcher, c'est que j'entends par lâcher le fait de compter, de juger et de porter, si vous voulez, un jugement ou une morale, ou tirer une morale d'une histoire ou d'un fait. C'est-à-dire, c'est un peu, je parlais de communication non violente dans mon introduction, et je disais lâcher en fait l'observation du jugement, ne pas lier les deux. Vous en fait, quand je vous écoute, c'est que les deux sont liés, c'est que en fait vous liez en même temps l'observation et l'évaluation. Vous observez et d'emblée votre observation donne une évaluation. Et votre fille fait effectivement pareil. Donc ça, chacun se renvoie le truc et ça peut continuer très longtemps comme ça. Excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Comment je peux, j'en ai parlé à ma psy qui me dit jouer l'indifférence totale. Ça m'est très difficile. Qui vous a dit ça, pardon ? Ma psy. C'est-à-dire, je ramène l'enfant à la maison, je reste dans la rue. Écrire une lettre, ça me semblait judicieux, mais c'est peut-être pas. C'est pour ça que je vous appelle, parce que je ne sais pas. Oui, je comprends. Je ne veux pas non plus employer un mot qui fasse amplifier le désaccord. Maintenant vous êtes inquiète, bien sûr. Donc je ne sais pas comment gérer ça pour remettre à plat.
Vous voyez, oui, il y a des auditeurs qui parlent d'indifférence aussi, comme Guy. Moi, je partage pas tout à fait ce point de vue. Il y a Guy qui dit « Je vis la même chose avec ma sœur, j'ai bien été obligée d'accepter son indifférence, terme qu'elle m'a tenu pour me préserver. Faites de même avec votre fille et vous avancerez. » Moi, Sylvie, je suis pas pour l'indifférence parce que je pense que votre fille, de toute façon, vous la reprochera, cette indifférence. Et vous allez, de toute façon, en souffrir l'une et l'autre, ou en tout cas vous, c'est sûr. Donc moi, c'est sûr. Voilà. Oui. Donc fin de l'indifférence quand on est totalement touché et malheureuse d'une situation, qui plus est un lien, et comme vous dites, vous avez élevé à cœur et à corps vos deux enfants. Vous vivez une situation difficile et délicate. Je crois que c'est plus un vrai problème de communication entre vous, de façon dont vous vous parlez, dont vous abordez les sujets. Ce que je vous propose, Sylvie, parce que je vais pas vous laisser comme ça. On a le journal là tout de suite, et puis je vous reprends après le journal pour qu'on essaye de voir un peu et d'avancer dans cette direction ensemble. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Sur Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit encore pendant 1 heure de direct. L'heure où on peut se laisser aller aux confidences, à la rêverie, mais c'est aussi l'heure où les angoisses se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 3921, où vous serez accueillis ce soir par Quentin. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Et puis vous le savez, dans cette libre antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve à un moment de sa vie où il se pose des questions. Alors n'hésitez pas, je compte sur vous et sur vos appels. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Rebonsoir Sylvie. Oui, vous êtes là. Je suis là. Oui, alors on était ensemble juste avant le journal et vous nous racontiez, plus que les difficultés d'ailleurs, les conflits dans lesquels vous vous trouvez avec vos deux filles aujourd'hui, l'aînée que vous continuez quand même à voir et à garder votre petite fille, et puis la numéro 2... non, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Ah, c'est l'inverse. Je crois que c'était la numéro 2 avec lesquels les ponts ont été coupés depuis 6 ans. Non, c'est l'aîné. C'est l'aîné, pardon. C'est la seconde. C'est la seconde, donc c'est ça, j'avais bien suivi, voilà, c'est bien la seconde. Et alors, j'essayais, en fait, juste avant le journal, de parler un peu avec vous de la façon dont vous communiquiez entre vous, entre elle et vous. Il y a un auditeur qui demande, étiez-vous tendre et câline avec vos filles quand elles étaient petites, malgré votre rigueur? Parce que vous disiez tout à l'heure que votre perception, en fait, de ce conflit, c'est que vos filles vous reprocheraient, enfin vous auriez été trop rigoureuse avec elles. Alors je pense que moi j'avais ce désir, mais qu'elle n'était pas très câline. Ça a été jusqu'à l'âge de vers 7-8 ans et après non. Donc en fait, il y aurait depuis très longtemps quelque chose dans votre façon d'être ou d'agir avec elle qui se serait un peu brouillée, un peu. Oui. Ma petite fille n'est pas plus câline. On s'entend bien, mais elle n'est pas plus câline. Elle n'est câline qu'avec sa maman. Et vous, ça aurait été plus votre besoin, Sylvie? Ah oui. J'avais fait un séminaire de développement personnel et on me disait qu'à mon partenaire ou à ma partenaire, je pouvais demander ce que je voulais, le rêve de ma vie. J'ai demandé un câlin. Ouais. Donc, est-ce que j'en ai manqué? J'ai pas de souvenir. Oui, alors est-ce que... aimée, mais j'étais peut-être pas... Et puis vous disiez d'ailleurs très justement tout à l'heure que vous avez endossé le rôle du père et de la mère. Oui. Est-ce que vous vous êtes figuré qu'une mère, ça devait être comme ci, comme ça? Vous voyez, en tenant votre rôle bien droite. Et puis finalement aujourd'hui, d'où cette déception et cette douleur? Je pense, oui. J'étais aussi une institutrice rigoureuse, ferme, de peur que ça dévie. Voilà, de peur qu'il y ait trop de sentiments finalement. Peut-être pas de sentiments, mais de peur de lâcher du lest et puis de ne pas les mener à bon port. D'être débordé, ouais. D'être débordé, voilà. Ouais, d'accord. Alors, ce que j'essayais de vous expliquer quand on parlait tout à l'heure de communication, en fait souvent, c'est quand on comprend pas l'autre,
et sa façon de réagir ou de parler que on réagit quelquefois pas et que la personne réagit pas comme on l'espérait. On a vu un peu ça avec Noémie tout à l'heure. Que souvent on interprète, on juge, on part un peu de travers parce qu'on se dit bah non, c'est pas comme ça que je vois les choses. D'où une situation de conflit plutôt que d'accepter une différence. On a tendance un peu à se braquer. Donc je me demandais, vous voyez, quand je disais ben finalement vous comptez les points, je me demandais si votre attention se porte pas finalement sur cette analyse, cette évaluation des torts, à la fois des torts de l'autre, puis vous cherchez bien sûr aussi un peu des vôtres. Ah ben oui, parce que deux ruptures comme ça, c'est... Oui, mais au lieu de vous concentrer sur à la fois vos besoins et puis leurs besoins à elles. Il y a une histoire de besoins qui ne se rencontrent pas, ni les vôtres ni les leurs. Bon, moi je fais ça avec mes amis aussi. Je donne, quand j'ai des renseignements, des documents, des tuyaux, je les donne. Bon, mes amis en font ce qu'elles veulent. Moi, on m'a dit, il y en a marre que tu nous donnes des trucs. On est assez grand pour se débrouiller. Ah, d'accord. C'est intéressant ça, Sylvie. Est pris en mauvaise part. C'est pas tout ce que vous faites, c'est tout ce que vous pensez que vous faites bien pour l'autre. Oui. Ne rencontre pas finalement la demande ou le besoin et l'autre vit ça comme une intrusion. Voilà. Si juste on constate, vous voyez, sans juger. Oui, donc, tout à fait. Voilà. Donc vous savez, on dit, il y a une phrase qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Vous êtes pleine de bonnes intentions et puis vous tombez dans l'enfer. Parce que vos bonnes intentions, elles sont de votre point de vue, c'est-à-dire que c'est vécu par l'autre comme elle est en train de nous dire comment on devrait faire ou qui on devrait être ou ce serait bien si. En tout cas, c'est comme ça que c'est interprété, même si vous, c'était pas votre volonté. Donc il y a comme une forme de maladresse, on va dire, de part et d'autre. Mais en tout cas, votre intention, elle est pas claire ou elle est perçue par l'autre comme un peu intrusive ou un peu un abus, une façon de dire que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mais je rencontre pas ce problème-là, par exemple, avec mes amis. Si je leur donne des revues parce que je pense qu'elles les intéressent, elles les liront ou elles liront pas, mais elles me feront pas de remarques ou de... Oui, voilà. Mais peut-être que vos filles sont en train de vous dire, le projet que tu as sur nous, on n'en veut pas. C'est-à-dire que vos filles sont en train de vous rejeter, comme si elles rejetaient en bloc le fait que vous ayez eu... Et souvent, c'est le cas un peu en tant que parents, on a un peu des projets sur nos enfants. Oui. Et ce projet qui devait être... assez précis dans votre éducation, parce que c'est comme ça que ça devait être bien, elles sont en train de vous dire, non, t'as tout raté, quoi. C'est exactement pas ça qu'on voulait. C'est qui est violent, j'entends bien. Oui. Alors, comment faire pour essayer de... Alors, quand je vous disais lâcher, voilà. Alors, pas tant de bévues, c'est juste de lâcher le projet. C'est-à-dire d'aller à leur rencontre telles qu'elles sont, même si c'est pas complètement, on a rarement... les enfants qu'on aurait aimé avoir. Enfin, vous voyez, quelquefois, ça correspond pas tout à fait. La personne que devient un enfant, on se dit non, moi je voyais pas les choses comme ça. Et toute la magie justement de l'amour et de la relation parent-enfant, c'est tout alors, est-ce que c'est un travail d'ailleurs, cette acceptation de la personne telle qu'elle est, avec ce qu'elle est, qui quelquefois ça peut nous poser beaucoup de problèmes. La maman de la petite m'a dit je suis sûrement pas la fille que tu voulais. Mais vous voyez, c'est intéressant. Oui, mais moi je suis sûrement pas la mère qu'elle voulait non plus. Mais on ne peut pas en reparler. J'aimerais qu'on en reparle. Oui, ce serait bien que vous en reparliez parce que en fait l'idéal. Moi, je l'accepte, elle est comme elle est. On est chacun différent. Oui, mais c'est pas l'impression qu'elle a. C'est-à-dire que vous me dites ça ce soir, mais elle, en tout cas, c'est pas ce qu'elle entend de vous. Et avec les deux, j'ai l'impression d'un dialogue de sourds. Oui, c'est ça. L'autre, quand je fais blanc pour lui faire plaisir, elle veut que je fasse noir. Quand je fais noir, elle veut blanc, systématiquement. Et les parce que vous êtes rentré dans le même sens chez chacune. Oui, et puis vous avez dû rentrer dans un système pour éviter les heurts, à vous plier, finalement à tomber sur des enfants un peu tyranniques, c'est-à-dire que maintenant vous êtes passé par tous les trous de souris. C'est ça, votre culpabilité vous a amené à essayer de vous dire comment je vais arranger les choses, donc c'est pas grave, je vais accepter ça. Je lui ai dit, écoute, tu m'as fait manger, tu m'as fait passer sous la moquette, je ne mangerai pas le béton. Ah oui. Parce que à force d'essayer de faire plaisir, il y a un moment où on peut plus, quoi. C'est trop.
Oui, on fait pour que ça se passe bien et ça se passe mal de toute façon. Oui, ce que j'entends, Sylvie, dans ce que vous racontez, dans votre façon de fonctionner, c'est que vous faites en fonction de l'autre et pas en fonction de vous. Ah oui, c'est tout à fait. Ouais. Et du coup, quelquefois ça rate le coche parce que l'autre est pas tel que... Puisque vous faites en fonction de l'autre, mais vous savez pas très bien qui est l'autre. Voyez, on ne sait jamais très bien. Non, c'est sûr. Et ce qui est important pour une relation... qu'on dit en psy, vous voyez, d'adulte à adulte, c'est aussi de faire en fonction de soi, et l'autre il prend ou il prend pas. Et c'est pas grave. Mais c'est important qu'elles vous rencontrent en tant que personne, vos filles. C'est-à-dire de faire en fonction de vous et pas en fonction d'elles. Oui, mais j'ai du mal encore à dire non. Quand on me demande de l'emmener chez le médecin, je me dis si je dis non, elle va m'en vouloir. Elle va m'en vouloir et elle va me le reprocher. Je vais dire oui, même si ça me coûte beaucoup. Eh ben vous dites non et un non ça s'explique pour telle et telle raison, de façon complètement claire et sincère, en disant sans vous justifier, en disant non aujourd'hui je peux pas et c'est très factuel. Et elle se débrouille, mais qu'elle soit pas toujours parce que après vous rentrez dans un système où parce que vous êtes coupable, eh ben elles sont là pour vous chercher aussi et vous montrer à quel point vous êtes cette mère indigne. Vous voyez, donc il y a presque un système qui s'est installé entre vous où chacune piège l'autre et chacune est piégée par l'autre. Ah oui, j'ai tout à fait ce sentiment-là. Oui, oui. Donc aucune d'entre vous n'a réellement de tort parce que finalement chacune souffre. Vos filles souffrent et vous souffrez. C'est vraiment un jeu à somme nulle, quoi. Oui, même un jeu dramatique. Et je pensais qu'on était partis depuis l'année dernière, bien qu'elle soit fâchée, et que je n'ai plus jamais dans les mails bise ou au téléphone bise, qu'on avait quand même, quand je prenais la petite, où elle venait la chercher, ça se passait bien. Oui. Je pensais qu'on allait vers une amélioration. Mais non, l'autre jour, quand elle m'a dit de toute façon je suis fâchée, je ne reviendrai jamais, j'en suis restée bouche bée. Moi, Sylvie, je vous inviterai à... Alors, vous me disiez que vous étiez en thérapie, enfin, avec un petit... Ouais. Peut-être, enfin, vous pourriez voir ça avec elle, mais de les inviter à déballer finalement leur sac, à vous parler, de les inviter à dire le fond du fond de ce qui leur convient pas, et de voir et de les inviter aussi à dire, mais vous auriez besoin de quoi ? Moi, j'ai envie d'être en relation avec vous. Ce serait quoi une relation avec votre maman qui soit pour vous une bonne relation ? Ce serait quoi ? Racontez-moi. Et enquêtez là-dessus. Essayez de les faire parler sur qu'est-ce qu'elles souhaitent. Ça va peut-être être nouveau. Ça va changer la donne. En disant peut-être je pourrais pas, donc peut-être je saurais pas ou je ne pourrais pas, mais j'ai besoin de l'entendre. Ne serait-ce que des invités à dire leurs besoins. Et vous allez faire de même. C'est-à-dire que vous allez aussi leur dire, voilà ce que je ressens, voilà comment je vois les choses, je me sens maladroite, je me sens coupable, je sens bien que il y a plein de choses que j'essaye de faire passer tous les trous de souris, mais ça arrange rien. Voilà moi ce dont j'aurais besoin pour que les choses se passent bien. Et voilà comment moi je vis cette relation. Vous voyez qu'il y ait une vraie discussion. Si elle l'évite, si vous pensez que voilà c'est pas possible, qu'elle va l'éviter, alors éventuellement vous pouvez passer par écrit, mais ça me paraît simple pour tout le monde, c'est-à-dire que la famille reste pas dans ce système-là. Oui, tout à fait. J'avais proposé une thérapie familiale. Oui, super. Ça n'a pas été accepté. Elles n'ont pas voulu. Ouais. Bah oui, parce que finalement, elles sont en train de vous dire que tout ce que vous proposez, c'est nul. Oui. Donc, vous proposez une thérapie familiale, c'est encore le désir de maman, et le désir de maman, on n'en veut pas, et on va lui faire sentir qu'on n'en veut pas. Donc, il faudrait que je leur demande plutôt leur désir à elles. Exactement. Et à ce moment-là, exprimer le mien. Voilà. Mais enquêtez d'abord sur leur désir à elles. Changez la donne. Voyez. Je pense que je ne peux passer que par l'écrit, un mail ou une lettre, parce que sinon, quand on se parle, ça monte, quoi. Ah, ça monte. Et ma fille bloque en disant c'est fini, je suis fâchée, je ne reviendrai pas. Ouais, alors peut-être Sylvie, moi je vous propose de vous aider avant en lisant le livre justement autour de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. Et c'est aux éditions de La Découverte. Et l'auteur... Les mots sont des fenêtres, voilà. Ou ce sont des murs. Ou bien ce sont des murs entre parenthèses. Et l'auteur, c'est Marshall
MARSHA2L, Rosenberg, ROSENBERG, et c'est aux éditions La Découverte. La Découverte. Et c'est assez pratique, et ça va vous aider à voir justement comment pas rentrer dans l'escalade. Parce que vous rentrez dans l'escalade dès que vous vous sentez personnellement happé dans la discussion. Oui, ça m'aide bien parce que moi j'aurais bien fait un bilan sur ma lettre en disant je l'ai peut-être fait pleurer, mais bon, il y a des choses pires. Non, rentrez pas là-dedans. Mais rentrez pas dans la justification, vous alimentez le système. D'accord. Donc, quand on est comme ça dans un problème de système, il faut complètement changer d'attitude pour en sortir. Sinon, vous allez tout le temps provoquer de la même chose. Vous êtes dans la justification et le ton va monter en face. D'accord. Bon courage à vous, je vous Sylvie. Merci de m'avoir écouté. Bon courage. Et je vous souhaite une bonne fin de nuit. Oui, merci à vous, Sylvie. Au revoir. Bonsoir Béatrice. Oui, bonsoir Sophie. Je suis très contente de pouvoir vous parler parce que voilà, depuis 2 ans, je vis une relation avec un homme. Cette relation, elle a démarré de manière très très intense, très passionnelle. C'était pour moi un grand bonheur. Et depuis 6 mois, les choses se passent beaucoup moins bien. J'essaie de comprendre pourquoi. Et voilà, je me pose beaucoup de questions et j'en arrive à des hypothèses qui me font assez peur. J'ai l'impression en fait de rassembler les pièces d'un puzzle et d'échafauder une théorie, mais qui vraiment m'effraie, quoi. En fait, je me pose la question que cet homme ait des tendances homosexuelles, mais qu'il refoule et qu'il ait trouvé en fait dans notre relation une sorte de façade, ou en tout cas d'alibi à promouvoir auprès de sa famille et de ses amis, quoi. Et qu'est-ce qui vous a amené petit à petit à vous forger cette conviction ? Disons que depuis, comme je vous disais, depuis 6 mois, je me pose vraiment des questions parce que notre relation a changé. J'essaie d'en comprendre la cause. Oui. Changer, un vrai changement radical, quoi, d'un seul coup. Voilà, c'est-à-dire quand on a une relation mais qui n'est pas quotidienne puisqu'on habite assez loin l'un de l'autre. D'accord, vous n'habitez pas ensemble, oui. Voilà, on n'habite pas ensemble. Au tout début de notre relation, on se voyait le plus fréquemment possible, c'est-à-dire que toutes les occasions où il était possible de se voir, on les saisissait tout de suite. Et puis depuis 6 mois, il met de la distance. On se voit moins fréquemment, mais il entretient en fait notre relation par des SMS très tendres, par beaucoup d'échanges, mais virtuels, c'est-à-dire virtuels. Mais il n'est pas disponible pour vous voir concrètement. Mais voilà, il est pas disponible pour vivre réellement les choses. Voilà. Donc il vous propose plus de rendez-vous, Il les espace, ou quand il y en a eu quand même depuis ces 6 derniers mois, mais. Et si vous proposez, il n'est pas disponible ? Il fait comme s'il l'était, et puis finalement il l'est pas, ou il l'est, mais quand on se voit, c'est plus la même chose. Je le ressens. Il a beau me dire que non, je sens que c'est plus pareil. D'accord. Et alors, et d'où vous vient cette impression Alors voilà, c'est en recoupant différentes choses. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Il a une sensibilité vraiment très très grande. Il a des attitudes assez féminines, c'est-à-dire qu'il va quelquefois, il a un rire, notamment il se retient, mais quand il a un rire spontané, il a un rire assez féminin. C'est plein de petits détails comme ça que j'ai recoupé, et je pensais aussi à une soirée où il y avait un couple d'homosexuels, et il a passé tout de suite il est allé tout de suite vers l'un d'eux. Il a passé quasi la totalité de la soirée à discuter donc avec cet homme, et voilà, et je sentais, j'avais beau être là, et il n'avait pas l'air de se cacher, mais je sentais qu'il y avait un courant qui passait très très bien entre eux, quoi. Oui. Un de ses amis qui a fait quelques allusions sur son côté efféminé. Vous voyez, plein de petits détails comme ça.
Le fait que dans nos relations intimes, il cherche plus mon plaisir que le sien. Ouais. Et quoi ça, c'est un signe pour vous? Je sais pas, j'ai l'impression que quelquefois, lui a pas forcément du plaisir. Il essaye de m'en donner, il fait tout pour m'en donner, mais lui, j'ai l'impression qu'il n'en a pas. Donc vous lui faites pas, vous, ça provoque quoi chez vous, le sentiment que vous lui faites pas d'effet, enfin que vous... Oui, peut-être, ou que... Oui, qu'il n'est pas sensible. Ouais, peut-être, ouais. Et tout ça, finalement, vous vous dites quoi sur... vous dites beaucoup de choses sur lui, mais sur vous, du coup, qu'est-ce que... Moi, j'étais vraiment comblée par cette relation. Voilà, pendant un an, ça a été bon pour tout vous dire, j'ai été mariée très longtemps avec un homme avec lequel moi j'ai fini par me rendre compte que j'étais malheureuse. Oui. Donc j'ai fini par le quitter, voilà, après très longtemps. Et quand j'ai rencontré cet homme-là, vraiment j'ai découvert ce qu'était l'amour. Enfin, j'ai tout de suite, ça a été un coup de foudre et ça a été une relation vraiment très très forte, quoi. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, sentant que quelque part il m'échappe, mais en même temps, je ressens qu'il ne veut pas mettre du tout un terme à notre relation. C'est ça qui est perturbant. Vous dites que vous en avez un peu parlé avec lui. De quelle façon? Parce que j'ai cru entendre que vous lui avez dit c'est plus comme avant, etc. Quoi, sur le mode un peu reproche ou sur le questionnement? Comment vous y êtes prise? On va dire un peu entre les deux, c'est-à-dire que j'ai essayé de le faire réagir et de savoir ce qu'il ressentait réellement par rapport à cette distance. Oui, parce que justement c'est ce que demande un auditeur, si simplement il était lassé à cause de la distance. Oui, mais pourquoi dans ce cas-là il met pas un terme à notre relation? C'est ça, c'est que il l'entretient virtuellement. Enfin, quand je dis virtuellement, c'est par des SMS, des Skype aussi. On échange des centaines de SMS. On fait des Skype plusieurs fois par semaine. Donc, il cherche à entretenir cette relation. Il est toujours très tendre. Il me fait beaucoup de déclarations sur les sentiments qu'il a pour moi. Mais j'ai l'impression qu'il veut plus vivre cette relation réellement. Enfin, non. Vous lui avez dit ça? Non. Vous lui avez dit quoi alors? Je lui ai un petit peu reproché de plus... pas reproché, c'est-à-dire je lui ai exprimé le fait que vous étiez déçu? Oui, voilà, du fait que je sentais qu'il y avait un changement dans notre relation et que j'avais cette impression, effectivement, qu'il n'avait plus autant de désir qu'on se rencontre. Et comment il a réagi? En prétextant du travail, en prétextant de la fatigue, en prétextant des contraintes. C'est un prétexte, vous pensez? Je l'interprète comme ça, voilà. Oui, mais alors est-ce que c'est un prétexte? Est-ce qu'il n'a pas en ce moment une surcharge de travail, une fatigue? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous empêche de le croire? Qu'est-ce qui, vous voyez, vous interprétez beaucoup. Oui, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous interdit de le croire? Est-ce que vous pensez, mais peut-être c'est vrai, peut-être intimement vous sentez que c'est faux, vous dites c'est un prétexte, mais où s'accroche, vous voyez, cette perception que en fait il vous balade, parce qu'en fait vous vous sentez baladé. Oui. Bon, en tout cas, je sens qu'il n'est pas vrai, en tout cas, j'ai effectivement ce sentiment d'une dualité dans le... Donc il vous cache quelque chose. Oui, ouais. Et l'explication que vous trouvez, c'est en fait, il est peut-être homosexuel, il ne le sait pas. J'ai cette impression, ouais. Ça vous arrangerait de vous dire ça? Comme ça, ce serait pas une histoire d'autre femme ou... Ah non. Je vais vous dire, je préfère, très franchement, oui, je préférerais qu'il me dise qu'il a quelqu'un d'autre que d'avoir ce sentiment qu'il a d'autres attirances. Je vous dis ça aussi parce que je sens qu'il est, il n'est pas forcément attiré par les relations intimes. C'est pas qu'il n'en veut pas non plus, mais c'est pas essentiel. Non, voilà, ouais. Plusieurs fois. Ou plus ou moins en jouant, il m'a un peu repoussée lorsque je venais vers lui ou.
Alors qu'on se voit relativement peu souvent. Hein, c'est ça aussi qu'il faut... Oui, intégrer. Donc en fait, votre perception finalement, c'est il a besoin de moi en tant que femme, il me garde, mais pas plus tout à fait comme avant, et en tout cas pas dans le sens que j'aimerais être pour lui et dans le type de relation que je voudrais avec lui. Voilà. Et il y avait eu des projets qui avaient été faits, puis ça fait quand même 2 ans, de rapprochement, de vie commune, Non. Il n'y a jamais eu de projet entre vous. Voilà, en tout cas à court ou moyen terme, on était tout à fait conscients tous les deux que c'était pas envisageable. Donc on était partis dans une relation qui était forte et qui allait se fonder sur des rencontres régulières, et en attendant effectivement que nos situations personnelles, qui sont aussi un peu compliquées chacune, nous permettent peut-être... D'accord, et c'est pas encore le cas. Et c'est pas encore le cas, et on sait que c'est pas pour un futur proche, quoi. D'accord. Donc si il a toujours envie finalement d'être en relation avec vous, mais plus de la même manière, vous, l'explication que vous donnez, c'est il tient à moi en tant que femme, mais pas dans une relation intime. Son intimité sera ailleurs. Oui, j'ai l'impression qu'il a besoin de... J'ai souvent entendu des témoignages sur votre antenne, de gens qui ont besoin de ces relations, d'avoir des SMS tendres, d'avoir effectivement... C'est agréable de se sentir aimé. Donc j'ai l'impression que c'est ça qu'il recherche finalement. Mais pas d'être en lien, réellement. Pas d'être en lien, voilà. Pas d'être dans l'action de la relation. Exactement, voilà. Vous pensez quoi de tout ça, dans le sens, qu'est-ce que vous souhaitez et qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça ? En fait, je ne sais pas comment aborder. Je voudrais pouvoir plus directement en discuter avec lui, c'est-à-dire vraiment rentrer dans le cœur des questions que je me pose. Mais Mais carrément sur par exemple, aborder je sais pas. Sur l'homosexualité éventuellement. Je sais pas. Ouais, ça paraît difficile. Hein. J'arrive même pas à en parler. C'est votre interprétation et ça. Ouais, mais et quand bien même vous auriez raison, ça lui appartient. Exactement, exactement. Vous voyez, ça c'est vraiment. Que ce soit oui ou que ce soit non, c'est pas... C'est pas à moi de provoquer le... Non, ça c'est vous qui voyez ça, et c'est l'explication que vous vous donnez, peut-être parce qu'elle vous aide, mais en tout cas, c'est ce que vous avez fabriqué comme sens, toute seule, sans information de sa part. Donc c'est une interprétation qui vaut jugement. Ouais. Vous pouvez pas lui envoyer ça, ce serait violent. Oui, je sais bien. Ouais. Vous voyez, c'est à vous, ça vous regarde. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais vous voyez de quelle façon vous iriez lui dire, voilà, moi, mon explication de l'affaire, c'est qu'en fait, je crois que peut-être tu es homosexuel, et en fait, vous voyez, ça tient pas debout. Je peux pas lui dire les choses. Par contre, parler de vous, ça me paraît important. C'est-à-dire que là, Béatrice, ça me paraît important de parler de ce que ça vous fait à vous, cette situation. Comment cette situation vous rend malheureuse. Ne lui parlez pas de lui, parlez-lui de vous. Ce qui est correct pour avancer ensemble, c'est que vous lui parliez de vous et vous verrez quelle sera sa réponse, et si la réponse vous satisfait ou pas, et qu'est-ce que vous décidez de faire suite à cette réponse. Mais quand on l'a abordé, sa réponse c'est que non, ses sentiments n'ont pas changé, et voilà, il a plus de travail, il a plus de contraintes, ce qui me semble effectivement être plus des prétextes que... Et qu'est-ce qui vous fait concrètement penser ça ? Vous voyez, d'où vous vient cette perception que ce sont des prétextes ? Dans le ton, dans la façon de le dire, dans quoi ? Oui, et même quand je creuse un petit peu, en fait, sa surcharge de travail, quand il en discute, c'est lui qui veut effectivement, à cet instant, davantage s'investir dans son travail. C'est pas une surcharge qui lui est qu'il a à supporter. Imposée d'extérieur, d'après vous. Voilà. D'accord. Et il l'a exprimé, ça, qu'effectivement, il a ce besoin à l'heure actuelle de et pourquoi pas ? Oui, de développer son activité. Oui, ouais. D'accord. Donc il est indépendant, il a besoin de développer son activité. Mais pendant un an, ça n'a pas... Vous voyez, il y avait un autre fonctionnement oui, donc vous sentez intime. Quand même, d'accord. Mais que, voilà, donc, il y avait une priorité qui
qui était de se voir. Et... Oui, donc faites confiance à ce que vous ressentez. C'est que vous êtes en train de ressentir quelque chose à bouger et vous ne savez pas quoi. Ouais, j'en suis intimement persuadée. Maintenant, ce que j'arrive pas à identifier, c'est l'origine de ce changement. D'autant que lui veut effectivement maintenir une... Ouais. Non, ce que vous pouvez faire, en revanche, Béatrice, c'est lui dire que la façon dont ça a évolué entre vous ne vous convient pas, parce que vous n'y trouvez plus votre dose de contentement ou de satisfaction dans cette relation, que votre besoin n'est pas nourri, que votre besoin de le voir, de vivre une intimité avec lui, que ça vous rend malheureuse en fait, et que en conséquence vous vous questionnez et que vous savez pas quoi faire de ça, et que vous vous en ouvrez à lui et vous lui confiez. Vous lui confiez ce que vous vivez. Et vous allez voir en face quelle va être sa réaction, qu'est-ce qu'il peut vous proposer. Est-ce qu'il vous propose quelque chose? Est-ce qu'il vous propose rien du tout? Il me propose d'attendre. Il me propose, c'est sa solution. Ça, vous l'avez fait? Oui, puisque voilà. Et d'attendre quoi? Que lui. D'attendre que lui soit plus disponible, parce que. Et à ce moment-là, vous pouvez proposer de dire moi le Skype et les SMS. Je sais pas, ça vous va pas comme ça? Non, ça me satisfait pas suffisamment, ou en tout cas pas si j'ai à l'appui et l'assurance que la relation est... Mais j'ai l'impression que c'est pas que ça vous satisfait pas, c'est que ça vous inquiète même, c'est que vous êtes mal à l'aise. Oui. Ça me met mal à l'aise. Ouais. C'est que vous vous dites ça a plus de sens puisqu'on puisqu'on se voit pas et ça a plus de sens. D'accord. Donc vous avez quand même la liberté de changer cela. De dire, moi, la règle du jeu, c'est que dans ces conditions, j'ai moins envie qu'on communique par Skype ou par SMS. J'ai besoin, du coup, moi aussi, d'être un peu plus dans la distance. Et après, qu'est-ce qui est à vous? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Peu importe, à la limite, peu importe si, peut-être, c'est des prétextes, peut-être que, il vous cache des choses, mais qu'est-ce que vous décidez pour vous, compte tenu de ça? Qu'est-ce que vous acceptez pour vous? Quelle responsabilité, vous prenez dans ce qui se passe? Parce que si vous attendez que ça change de son côté, il vous dit, non, il n'y a pas de souci et ça changera pas, vous avez plus de marge de manœuvre. Alors là, votre dernière marge de manœuvre, c'est de vous dire, je vais lui dire ce que je pense de lui et ce que je crois qu'il est. Ça va pas tellement faire avancer. Et puis vous allez vous trouver toute seule avec ça. Et puis ça risque d'être aussi violent pour vous que pour lui. Surtout si vous tenez à lui. Je veux pas lui faire de mal non plus. Donc vous, aujourd'hui, telle que la relation est, vous la vivez pas bien. Non. Vous aimez pas ce tournant, cette tournure plutôt très virtuelle qu'elle a prise. En plus, vous dites, dans l'intimité, c'est pas vraiment ça. Donc, il y a aussi, vous voyez, des conséquences à tirer pour vous. Une personne, au bout de 2 ans, vous commencez un peu à la connaître, et puis vous savez, une relation, ça évolue. Donc, quelle conclusion vous en tirez pour vous? Ça me paraît important, ça. Sinon, vous allez lui en vouloir, et puis vous allez continuer à être dans une attente et dans une insatisfaction, et faire porter sur lui tout le problème que vous pose la relation. Or, prendre votre part, c'est prendre la part de ce qui ne vous va pas, aussi. Et d'en faire quelque chose. Et puis peut-être que du coup, là, ça va faire bouger aussi. Parce que là, vous acceptez tout son système. Oui, tout à fait. C'est lui qui donne le tempo. Il vous voit, il vous voit pas. C'est là où vous n'êtes pas bien du tout. Il décide et oui, et puis là, vous attendez derrière votre écran vos SMS et votre relation par Skype. Et vous attendez que monsieur soit disponible pour le voir. Donc vous êtes dépendante et forcément malheureuse. Exactement. Donc faut reprendre un peu la main sur vous, la main sur ce que vous vivez et du comment j'ai envie de le vivre. C'est un équilibre, une relation. C'est pas lui qui donne tout le là de comment ça fonctionne. Donc c'est vrai que ça m'a tellement apporté cette relation après. Oui. Après mon mariage, que j'ai du mal à. Vous êtes encore accroché au début. Oui, tout à fait. Mais voilà, comme une relation s'évolue, elle n'est jamais tout à fait pareille qu'au début. Elle prend des couleurs différentes, des tournures différentes. Et si on reste accroché au tout début, ça peut être douloureux. Bon courage à vous, Béatrice. Merci J'espère beaucoup. que vous allez avancer.
Ouais, merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peeters au 3921. Au 3921. 34 centimes la minute. Bonsoir Sophia. Bonsoir Sophie. Je suis ravie de pouvoir vous parler. Oui, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un petit peu difficile pour moi de m'exprimer parce que j'ai toujours beaucoup de mal à formuler des phrases correctes. Je suis un petit peu émotive, donc... Oui, vous inquiétez pas. Oui, je suis là avec vous. Vous n'êtes pas toute seule. Oui. Très bien. C'est ma sœur qui m'a vivement poussée à vous appeler ce soir. Bien. Je vous écoute très régulièrement. Ouais. Et pour essayer de vous expliquer clairement la situation, j'ai bientôt 37 ans, donc dans une semaine, j'ai rencontré un homme il y a 4 mois où c'était vraiment une relation extrêmement fusionnelle, tout en sachant que je suis assez peu attirée par les hommes en général, très peu d'hommes ne me plaisent, et là ça a vraiment été, c'est parti vraiment très très fort. Lui également, c'était même excessif. Et au fur et à mesure de la relation, des tas de choses se sont passées qui m'ont fortement déplu. C'est une personne qui a divorcé il y a 3 ans, qui a 2 enfants, 2 petits-enfants, un de 3 ans et un de 5 ans. Et si vous voulez, les crises ont commencé à arriver lors des gardes de ses enfants. Oui. Tout en sachant que le problème ne vient pas du tout de ces enfants qui sont absolument adorables, avec qui j'ai une super relation, mais lui, son comportement avec ses enfants m'a vraiment choquée. Voilà, donc j'ai essayé de lui faire comprendre, il ne prend pas du tout soin de ses enfants, donc les enfants sont en souffrance, donc je ne le supportais pas, et du coup ça a mis vraiment des crises pas possibles. Et puis voilà, je suis partie plusieurs fois. Malgré tout, j'ai quitté mon appartement pour pouvoir m'installer avec lui, tout en sachant que je ne suis pas longtemps, depuis pas longtemps dans la ville dans laquelle j'habite actuellement. Professionnellement, c'est vrai que j'ai donc au bout de 4 mois de relation, vous habitez ensemble? Beaucoup plus tôt que ça, en fait. On a habité ensemble très très tôt. Oui. Bon, je m'en mords les doigts aujourd'hui. Mais bon, si vous voulez, pour moi, à notre âge, voilà, on partait dans une histoire d'adulte. Il n'y avait aucune raison pour qu'on se fâche sur des choses médiocres, vous savez, du quotidien. Et finalement, oui, puisque c'est quelqu'un qui refuse absolument un quotidien normal, je pense, de par sa profession. Mais voilà, je suis complètement déstabilisée aujourd'hui et j'ai une impression de vide énorme et une espèce de maltraitance psychologique. Et en même temps, je me sens forte. Alors c'est très étonnant parce que j'ai quand même l'impression que c'est une espèce d'instinct de survie qui est en train de s'opérer en moi. Voilà, donc c'est vraiment... Et quand vous dites voilà qu'il y a quelque chose... qu'est-ce qui vous est insupportable aujourd'hui, en fait? Est-ce que vous pouvez me décrire certains éléments qui vous posent ça problème? Va être son comportement. Donc je refuse, si vous voulez, d'être aimée comme il aime ses enfants. C'est-à-dire que sa façon, par exemple, d'aimer ses enfants, donc il est très très égoïste, donc il faut que ses enfants soient complètement adultes et soient à son service. Donc moi je suis complètement investie pour adoucir la situation, parce que au début l'enfant de 5 ans ne m'acceptait pas, ce qui était normal, donc j'ai vraiment essayé d'adoucir les choses. Et vis-à-vis de moi, il est extrêmement égocentrique, porté que sur lui, et impossible de lui faire entendre des choses essentielles pour que notre couple marche. Ça va être le quotidien, par exemple, où il refuse de faire à manger à ses enfants, par exemple. Et donc il va compter sur moi. Donc je vais le faire, puisqu'on ne laisse pas des enfants en souffrance, on est bien d'accord. Et si vous voulez, je me suis retrouvée dans le rôle d'une femme à la maison, qui s'occupait du quotidien d'une immense maison. Et moi, mon côté professionnel, parce que je suis pianiste, donc voilà, j'ai une école de musique loin dans les dom-toms, j'en ai monté une à Bordeaux, j'ai quand même beaucoup de responsabilités, mais tout ça, si vous voulez, ça ne compte pas. Tout ce que je suis, finalement, ne compte plus. Au début, j'étais complètement subjuguée, et finalement... Aujourd'hui, comme je résiste et je ne suis pas d'accord sur notre quotidien, moi je veux vraiment une vie de famille avec ses enfants, voilà. Et lui, il est complètement en dehors de toute la réalité. Il est insomniaque, je
pense qu'il prend certaines substances, donc ça me dérange un petit peu. Moi-même de mon côté, j'ai des soucis de santé, donc j'ai un lourd traitement. Donc c'est pas forcément évident dans le quotidien, mais je me bats, on va dire tous les jours pour travailler normalement. Je me refuse absolument à soit rester couchée par rapport à ma douleur. Et donc du coup tout se mélange et à force de... Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais Non, mais la question que je me posais en vous écoutant, c'est qu'est-ce qui fait que vous supportez tout ça ? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas parti en courant avec vos clics et vos claques ? C'est une très bonne question. Toute ma famille donc, me conseille de faire cela. Mais qu'est-ce qui vous retient finalement auprès de cet homme ? Les sentiments. Mais donc les sentiments d'un homme qui n'est ni bienveillant avec vous, ni tel que vous le souhaiteriez pour vous ? Oui, c'est ça. Donc vous aimez quelqu'un qui est... alors ça c'est vos mots que vous dites maltraitant, mais en tout cas vous aimez quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas heureuse. Oui, je pense que c'est le constat. Alors effectivement, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pris un meublé dans la ville dans laquelle je suis. Je suis partie, si vous voulez. Aujourd'hui, quand ces jours-ci. En fait, je suis allée rechercher des affaires ce soir et quand je suis arrivée, il m'a dit bonsoir mon amour, alors que ça fait une semaine, 10 jours que je suis partie. Mais c'est parti. On s'est vite fâchés. Je dis mais ça le questionne pas, lui, ça l'interroge pas que vous soyez partie. Eh bien, de toute façon, il est incapable d'avoir une discussion face à moi. Il me dit, de toute façon, c'est pas possible de me parler. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux pour nous ? Que souhaites-tu ? Il me dit, je te l'ai déjà dit. Donc, pour lui-même, c'est comme ça. Je suis la femme de sa vie, point. Mais il ne le dit plus, il ne répond plus au téléphone. C'est compliqué. Il me demande quand est-ce que je vais revenir. Je lui dis que je ne reviendrai jamais. Mais il ne veut pas l'entendre. Donc, je pars toujours avec perte et fracas dans des situations extrêmes, en larmes, à chercher un hôtel à 4 heures du matin. Et je me questionne sur moi. Je me dis, qu'est-ce qui fait que effectivement je me retrouve dans cette situation ? Je me déçois énormément. Enfin, j'ai honte, en fait. J'ai vraiment honte. J'ai honte, ouais. De quoi ? De souffrir ? De quoi ? Oui, j'ai honte de ne pas réussir finalement à créer quelque chose sentimentalement, parce que c'est un échec de plus. Un échec de plus, bon, après... Oui. Voilà, et j'ai vraiment de la peine à pouvoir, si vous voulez, trouver qu'un homme me plaise. Et donc, du coup, lui, vraiment, il m'a interpellée parce que c'est aussi quelqu'un d'extrême, un petit peu comme moi, forcément passionné. Et enfin, je me suis dit que j'allais pouvoir un peu me poser, mais pas du tout, en fait. En fait, oui, vous êtes en train de me dire que vous avez donc jeté votre dévolu sur lui et maintenant vous voulez que ça marche coûte que coûte. Même devant la stricte réalité qui est que ça ne marche pas, vous avez décidé que ça devait marcher. Et comme vous êtes tenace et téméraire et courageuse, et vous dites que c'est forcément de votre faute si ça ne marche pas. Là, pour la première fois, dans une relation amoureuse, je ne me sens pas du tout responsable. C'est ce qui fait que je lutte. Voilà, j'en souffre, donc je vais avoir des ennuis de santé par rapport à ça. C'est-à-dire que pour moi, j'ai donné beaucoup. Je me suis investie avec ses enfants. Enfin, c'était des choses qui vous semblent peut-être ridicules, mais j'ai rangé la chambre avec les enfants. J'ai acheté des étagères, j'ai mis des livres. On a fait des. Vous voyez, et vous avez des enfants par ailleurs ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais je travaille beaucoup avec la petite enfance. Oui. Et c'est vrai que j'ai instauré des règles qu'il n'y avait pas. D'accord. Mais oui, on ne peut pas laisser des enfants errer dans une maison. Enfin, c'est pas possible. Et du coup, pour lui, finalement, tout était normal. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ce ne sont pas mes enfants. Voilà, c'est une personne qui m'a manipulée, qui me dit qu'il allait complètement péter les plombs. Il envoie des textos à son père en disant bien il sera plus là dans 15 jours. Il m'envoie le même texto, si vous voulez, pour m'inquiéter en permanence. Il parlait beaucoup de mort au début de notre relation et je lui dis non, il fallait avancer. Il est comme emprisonné par son passé, un passé douloureux, et c'est vrai que je ne l'accepte pas. Enfin, si, je l'ai beaucoup écouté, mais on a tous un passé douloureux. Moi, c'est mon cas aussi, mais je ne m'en sers pas, si vous voulez, en permanence. Qu'est-ce qui vous retire de ces côtés ? Le fait de vous dire j'ai eu un échec d'une relation précédente et cette fois-ci, celle-là, je dois la réussir. Qu'est-ce qui se passe en vous ? Oui, je pense que oui, certainement, puisque... Genre la dernière chance, quoi, ou non ?
Peut-être inconsciemment. Après, c'est vrai que je viens d'une famille où il faut réussir. On n'est aimé que si on réussit. Donc effectivement, à travers l'échec de cette relation, c'est vrai que j'ai toujours peur du regard familial. Voilà, donc il faut réussir chez nous. Donc vous êtes imposé quelque chose. Très vite. Je très fais vite, ça parce depuis que... toujours. Oui, il faut que ça marche. Vous comprenez, Oui, jusqu'à votre santé. Mais ce qui est très, ce qui est très étrange, c'est la rapidité. Parce que 4 mois, vous vous rendez compte, c'est rien, 4 mois. Absolument. Alors, c'est vrai que ça ne me ressemble pas, puisque absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais alors là, complètement. Qu'est-ce qui fait que j'ai tout lâché ? C'était vraiment passionnel. Et je me suis dit, ça va marcher, on s'entend sur tout. Sur quoi ? Ah oui, d'accord, on s'entend sur tout. Et voilà, enfin, je rencontrais un homme qui, si vous voulez, avec qui je pouvais discuter, parler, qui comprenait ce que je faisais, qui l'acceptait complètement. Et vraiment, je l'ai vraiment découvert avec ses enfants et ça m'a crucifiée. Je me suis dit, mais c'est curieux, quel égoïsme, Et puis finalement, il veut aimer à sa façon, en fait. Et je lui ai dit que ses enfants étaient obligés d'accepter son amour puisque c'était petit, mais moi, je ne veux pas être aimée comme ça parce que je peux répondre, je suis adulte. Voilà. Et puis, il m'envoyait d'aimer égoïste. Et puis, il m'envoyait dernièrement des textos. Mon frère m'a dit, mais pars. Il m'a dit, voilà, ta vie est un échec, ça tu ne l'encaisseras pas, tu es quelqu'un de médiocre. Je lui ai dit, comment tu peux envoyer des messages pareils à une personne que tu dis aimer ? Oui, plus diverses insultes que je vous épargnerai. Et donc, du coup, ça me fait du mal. C'est un peu le yo-yo. Oui, mais bien sûr, ça vous fait du mal. Ce qui est étonnant, et c'est ce que vous dit votre frère, c'est comment vous pouvez accepter ça ? Qu'est-ce qui vous fait accepter ça ? Vous voyez, on sent bien dans ce que vous racontez qu'il y a eu un projet, il y a eu une décision, et maintenant vous passez en force sur cette décision, c'est-à-dire vous voulez pas remettre en cause. Vous l'avez choisi, vous plaisez, il y a tout qui collait. La réalité vous dit non, ça fonctionne pas, je suis pas heureux, c'est pas l'homme qui me convient. Plus 4 mois, franchement, connaître quelqu'un en 4 mois, on connaît personne. Surtout, alors en habitant avec lui, c'est sûr que ça va un peu plus vite pour voir de quoi il en retourne. Donc au moins vous êtes fixé. Mais quand vous dites je tiens à lui alors que finalement je souffre, c'est quelle image, vous voyez, vous expiez quelle faute en étant aux côtés d'un homme pareil. Oui. Pourquoi vous vous infligez ça ? Qu'est-ce que vous punissez de quoi, là ? Vous voulez vous prouver que vous n'êtes pas digne d'être aimé, digne d'être maltraité ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Qu'est-ce que ça raconte de vous en tant que femme, d'être dans une relation comme ça et d'en accepter jusqu'à effectivement aménager les chambres des enfants, à prendre tout à votre compte, tout sur votre dos. Oui, voilà. Si vous voulez, En plus, j'ai l'habitude de gérer des choses. Mais c'est pratique pour un homme comme ça. C'est pratique. Tout à fait. Vous êtes pratique. Sauf que ça, je le refuse et du coup, ça amène des tensions. Il m'a déçue, si vous voulez. Je pensais que vraiment, il serait différent. Enfin, vous pensiez quoi qu'il serait différent, c'est-à-dire je pensais vraiment qu'il allait être bienveillant avec vous. J'ai eu de l'admiration pour lui. Ouais. Ça, c'est la séduction, c'est au début. Voilà, oui, tout à fait. Bah oui, bien sûr. Et je pensais vraiment qu'il allait... Oui, voilà, c'est tout à fait ça. C'est avoir de la bienveillance. Après, il me dit, je vois tout ce que tu fais pour les enfants. Oui, mais ça... Je lui ai dit, mais tu aurais pu rencontrer quelqu'un qui te dise, mais tu ne passes pas assez de temps avec moi. Ce soir, même si les enfants sont là, nous allons au restaurant, nous sortons. C'est pas le cas. Moi, ce que je lui demandais, c'était un repas à 4 avec ses enfants, mais il ne mangeait même pas avec ses enfants. Enfin, c'est moi qui étais là. C'est compliqué, Sophia, d'être amoureuse d'un homme dont vous admirez pas sa fonction de père, dont le père qu'il est ne vous convient pas. C'est compliqué pour une femme aussi, ça. Tout à fait. Donc ça aussi, ça peut vous questionner. Oui. Vous voyez ? Oui. Donc restez. Je pense que votre meublé, ça me paraît assez sécurisant. Et puis peut-être que vous l'avez pas rencontré par hasard, cet homme. Il est là sur votre route pour vous demander finalement de quelle façon vous avez envie d'être aimé et qu'est-ce que vous acceptez et jusqu'où vous avez envie d'aller avec vous-même aussi. Oui. Je vous souhaite beaucoup de courage, Sophia. Merci beaucoup. Et je pense que vous tenez le bon bout. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit à tous les auditeurs. On se retrouve vendredi prochain, 23h. Il est 1h.